Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Forum DI sur le thème de la DSI face aux crises. Durant cet après-midi, vous pourrez assister à différentes tables rondes et retours d'expérience qui nous montrent comment nos entreprises ont réussi à s'adapter en un temps record face aux challenges de ces derniers mois. Le Forum DI vous est présenté par la Commission des décideurs informatiques qui est le lieu d'échange des responsables informatiques de la région. Elle compte environ 70 membres et se réunit tous les 2 mois pour échanger sur des thématiques telles que l'innovation, telles que des problématiques actuelles en lien avec le système d'information. Donc nous sommes 4 animateurs, Patrick Recoul de TBS, Laurent Puech du CCL qui interviendront cet après-midi, Vincent Bigier de l'agence de développement Ad-Hoc et moi-même Julien Bicard de Sigfox. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à venir nous voir ou à nous contacter par mail sur l'adresse décideur avec un s @lamêlée.com. Donc maintenant, je vais laisser la place à nos intervenants et à Olivier Corredo qui nous fait l'honneur d'animer ce forum. Donc Olivier Corredo du groupe IDC. Et qu'on peut applaudir. Merci à tous et bon forum. Je vais prendre un micro qui marche. Merci. Oui, donc Société IDC, en quelques mots, la Société IDC, c'est un cabinet d'études et de conseils sur la transformation numérique des entreprises. Donc vous voyez souvent des chiffres IDC dans les différentes publications, et du B2B essentiellement, mais aussi du consumer aux US, sur le marché des tablettes et des mobiles. Donc c'est un honneur aussi pour moi et surtout un grand plaisir parce que ça fait, je crois, la 13e ou la 13e ou 14e année que je viens pour animer le Forum DI et donc la DSI face aux crises avec une première partie sur les retours d'expérience de société sur la suite, enfin, comment on a vécu vous avez vécu la crise sanitaire. Et juste un mot, donc il y a des personnes dans la salle qui peuvent poser des questions, on se laissera si on a le temps un petit peu de temps pour les questions. Et sinon vous pouvez poser des questions en ligne, je reçois sur le PC là, les questions au fil de l'eau, donc si jamais elles peuvent s'intégrer, je les poserai au fur et à mesure. Donc pour parler de cette crise qui nous a tous frappés et de voir un peu comment vous l'avez vécu, nous avons Cathy Lacombe-Verbiguier de la CDO du CNES, bonjour. Bonjour. Nous avons Didier Langolf, DSI du CD31, bonjour Didier. Il y a toujours un petit problème de micro, mais on va le résoudre. Et Yannick Puget, qui est directeur de services et innovation chez IMSA. Bonjour Yannick. Bonjour. Et Frédéric Boucresse, qui est donc chef de produit Modern Workplace chez Microsoft. Bonjour. Frédéric. Et on va commencer. Alors l'idée de cette première partie, c'est que chacun va à peu près pendant une dizaine de minutes présenter le contexte et comment a vécu la crise sanitaire. Et on va commencer par Cathy, qui est à mes côtés. Juste, est-ce que vous pouvez nous... Alors, le CNES est bien connu dans la région, oui, reconnu. J'espère. Mais justement, peut-être tout le monde n'a pas la dimension un peu du groupe, les implantations, et surtout qui a pu être frappé par la crise sanitaire en termes de nombre de personnes, de people, quoi. Voilà. Alors effectivement, je suis censée passer la slide, c'est bon. Alors donc effectivement, le CNES donc, qui propose au gouvernement la politique spatiale française et qui la met en œuvre au niveau de l'Europe. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est 4 sites d'implantation, 3 en métropole et 1 en Guyane. Une volumétrie de à peu près 2300 salariés et on en a tout autant, sinon plus, de sous-traitants qui travaillent avec nous. Donc pour vous parler de la crise, il faut que je vous parle 2 minutes de mon rôle. Oui, parce que vous avez une double Voilà, j'ai une double casquette. Donc une casquette très opérationnelle puisque je m'occupe de l'entreprise digitale, donc piloter les activités et les équipes. Et à ce titre-là, je suis membre des cellules de crise qui peut y avoir lieu dans l'équipe. Et j'ai une autre casquette avec une direction qui est éphémère, qui va durer que 3 ans, qui s'appelle la conduite du changement. Donc c'était pour nous préparer au changement et à l'accompagnement qui est nécessaire de mettre en place. Voilà. Ce qui veut dire qu'avec cette double casquette, vous étiez prête. Vous étiez prêt à affronter oui, cette crise. Alors effectivement, vous voyez, quand est arrivé le Covid, naturellement, je suis devenue membre des différentes cellules de crise de l'entreprise, avec des cellules de crise à différents niveaux. Une première cellule dite sanitaire et documentaire, une autre plus établissement et puis décisionnelle au niveau de l'entreprise. Donc prête, oui. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les crises et ce genre de situation, on y est prêt depuis plusieurs années. Avec un groupe de travail qui génère de la veille sur les crises, un groupe de travail qui travaille aussi sur tout ce qui est PCA et PRA, et en particulier sur les aspects IT,
Donc là, on était prêts. Et encore plus parce que nous avions tiré les leçons de la grippe H1N1 il y a une dizaine d'années. Et nous avions donc écrit un plan de pandémie. Bien sûr, nous n'avions pas prévu tout ce qui allait se passer, mais on avait quand même bien travaillé le terrain. Et vous aviez même jusqu'à des stocks de masques. Alors oui, tout à fait. On avait effectivement des stocks de masques, un ensemble d'équipements pour nos infirmiers. Et pour la petite histoire, nous avons cédé une partie de nos masques pour l'État, évidemment. Alors néanmoins, vous étiez, je dirais, préparé, mais peut-être pas préparé à un déploiement, je dirais, du télétravail et un peu de masse, quoi. C'était oui. prêt, mais pas sur un si large volume. Bien sûr. Alors, si, ce que je peux dire quand même, c'est qu'on s'est préparé, nous, dès février 2020. C'est-à-dire que dès qu'on a entendu qu'il y avait cette situation sanitaire qui était en train de se dégrader, en février 2020, première réunion de crise sanitaire. Donc là, on s'est posé les questions, révision de tous nos documents, nos plans de travail, nos plans de continuité d'activité. Et donc, à ce titre-là, on s'est un petit peu préparé. Et un peu à l'annonce du confinement, on a mis en place, alors hop, c'est le slide suivant, c'est ce que j'amène en préventif, ce que je mettrai en préventif. On a mis en place un certain nombre d'actions, que je ne les ai pas toutes listées, mais par exemple, on a permis de mettre en place des bancs de tests autonomes pour que tous les salariés puissent venir avec leur portable et tester leur accès à distance en nomadisme. C'est ce genre de choses qu'on a pu faire. J'ai bien mis beaucoup d'autres choses que vous allez voir. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que cette anticipation, mise à disposition d'une boîte aux lettres, par exemple, pour que les salariés puissent poser leurs questions, des numéros spéciaux sur les aspects RH, sur les aspects IT, sur les aspects entreprise, ça a bien fonctionné et ça a été déjà un petit appel de « je vous rassure ». Voilà. Il y avait un besoin un peu justement pour absorber un petit peu ce choc, mais du coup, vous aviez imaginé avant un peu tout cet accompagnement, alors, je dirais aussi bien technologique que RH. Technologique, je dirais oui, et merci à tout le travail qui a été fait pendant des années au précédent sur notre schéma directeur. Nous avions des briques du système d'information qui étaient prêtes à l'emploi, et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'elles étaient scalables. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas toutes activées, mais on avait pu faire toute une partie d'activité d'accélération de nos capacités, que ce soit en accès nomadisme, que ce soit sur tout ce qui est notre outil Skype, sur tous les outils dont allaient avoir besoin nos collaborateurs pour travailler à distance. On a réquisitionné tous les PC, ça c'est sûr, pour pouvoir les mettre à disposition des sous-traitants particuliers. Alors juste, peut-être qu'il y a les chiffres, mais je ne les vois pas, mais c'était un peu pour dimensionner le nombre de télétravailleurs avant, comment vous êtes monté en puissance pendant cette crise, c'est pour voir un peu la croissance un peu rapide. Le télétravail, on connaissait à travers un seul de nos sites, c'était le site de la direction des lanceurs, puisqu'ils avaient été déménagés il y a quelques années. Et parmi l'accompagnement, avait été mis en place la possibilité de faire un jour de télétravail pour ses collaborateurs. Mais ça correspond à 350 personnes. Et pour le reste, sur Toulouse, qui est le plus grand centre, 1700 personnes, eh bien, nous étions juste en phase expérimentale. Il n'y avait que 300 personnes qui avaient commencé à faire du télétravail. Donc oui, on va dire qu'on avait 600 télétravailleurs prêts à se mettre à l'action. Et tous les autres, eh bien, ils ont découvert. Et il a fallu passer, en une semaine, on a pu faire que tous nos salariés puissent être nomades. Alors, qu'est-ce que vous pouvez un petit peu relever justement sur cette accélération quelques jours? Alors, vous avez quand même bien conçu un peu les choses. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez en parler, mais oui. Vous avez mis en place vraiment des packs télétravail aussi. Ah oui, j'en parle un peu plus loin sur l'accompagnement. Effectivement, passer en mode télétravail, premier confinement, on a fait comme tout le monde, on s'est lancé dans l'action et on a essayé de faire du mieux que c'était possible. Et bien sûr, on a vu que la situation allait continuer. Donc là, on a souhaité mettre à disposition de nos salariés quasiment le même confort d'usage que quand ils sont dans leur bureau. C'est-à-dire que nous leur avons proposé la possibilité de bénéficier d'un pack télétravailleur, c'est-à-dire un fauteuil ergonomique, un grand écran de visualisation, un clavier également, un casque de connexion pour leur permettre d'être, s'ils sont dans le salon alors que les enfants sont à côté, puissent continuer à travailler. Est-ce que tout se prévoit? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses vous n'aviez pas prévues et vous avez résolu, puisque vous pouvez venir nous en parler, mais est-ce qu'il y a des choses un peu que vous pouvez mettre un peu en exergue sur des surprises, bonnes ou mauvaises? Les surprises, elles ont été essentiellement sur la population des sous-traitants. Autant nous étions prêts pour les salariés, nos sous-traitants, quand ils travaillent sur site, puisqu'on a depuis plusieurs années une politique d'externalisation de nos sous-traitants, donc ceux qui travaillent sur site, c'est ceux qui doivent vraiment travailler sur site. Et auquel cas n'ont pas à travailler à distance et on les a équipés plutôt de portables fixes, par exemple, où on ne les avait pas prévus dans nos stratégies de déploiement du nomadisme. Et du jour au lendemain, il a fallu basculer une partie de ces sous-traitants. Alors, nous l'avons fait de façon graduée, parce que sur le premier confinement, on a activé le plan 1
de notre conduite d'activité, c'est-à-dire mobilisation des personnels ressources indispensables au fonctionnement du CNES. Et là, on avait une population de 200 sous-traitants à équiper. Il a fallu le faire, on l'a fait en moins d'un mois. Mais du coup, ces populations, vous êtes allé par priorisation, je dirais. Exactement, on a priorisé, on a réquisitionné tous les portables qu'on pouvait avoir et on les a équipés au fur et à mesure en s'appuyant sur les besoins métiers. Toutes les directions nous faisaient des listes de priorités et nous respections cela scrupuleusement. Alors, lors de la préparation de cet entretien, vous avez particulièrement appuyé un peu sur le binôme IT-RH. Ah oui. C'est-à-dire que Alors, ça, c'est quel accompagnement? Vraiment, je crois que la différenciation qu'on a pu avoir dans notre accompagnement, c'est qu'immédiatement, face à cette crise, on a décidé d'agir globalement avec un trinôme qui est la DRH, la direction de la communication, et l'IT. Et on a travaillé ensemble et on a préparé des fiches d'accompagnement, des dossiers entrées, une communication complète où on travaillait à chaque fois un sujet sous ces 3 angles-là. La communication nous aidait à formaliser, à avoir des canaux de communication impactants. Et la DRH, nous embarquions la dimension humaine, parce que dans ce changement, la dimension humaine de la crise sanitaire était aussi importante. Et moi, j'apportais tout le volet numérique en expliquant comment on pouvait passer sur les outils collaboratifs, comment garder le lien avec son équipe. Et on a fait un accompagnement particulier pour les managers de premier niveau. Oui, alors justement, juste un petit mot aussi, puisque vous avez le site en Guyane. Vous avez aussi géré de manière un petit peu décalée aussi. Alors là, tout à fait. Vous avez dû suivre l'actualité. La vitesse du virus n'était pas la même en métropole et en Guyane. Nous étions souvent en avance en métropole pendant que nos collègues n'étaient pas encore touchés. Puis après, ils ont été rattrapés par la vague. Donc là, clairement, il y a eu des choix d'entreprise qui étaient judicieux de dire que dans ce cas-là, la directrice du CSG était maître et a géré ses propres moyens et a mis à disposition des moyens spécifiques, conjoncturels à ce qu'ils étaient en train de vivre. Et nous, sur la partie IT, sur les aspects mutualisés, nous les avons énormément aidés en soutien. Alors, vous appuyez tout à l'heure sur le rôle des managers. En fait, je dirais que c'est un peu un changement même culturel pour le management de gérer ces équipes à distance. Oui, comment vous avez pu les accompagner est-ce que aussi il y a eu des fiches du conseil? Complètement. On a vraiment pris ces dimensions-là avec même la volonté de leur faire un guide pratique du management à distance et du management en mode hybride, parce que manager son équipe sans forcément l'avoir tout le temps, il faut inventer des nouveaux rituels, il faut savoir garder le contact avec ceux qui se mettent en retrait, créer des moments collectifs, même s'ils sont virtuels, c'est extrêmement important, revoir les objectifs à court terme. Et ceci, c'est un changement de posture qu'on a accompagné à la fois par des formations, des e-learning et également par toute une boîte à outils, d'outils numériques qu'on a mis à leur disposition, notamment tous les outils collaboratifs. Quand vous parlez de changement de rituel, vous avez un exemple en tête un peu de... Oui, très clairement, on a vu apparaître ce qui nous a manqué le plus pendant cette crise sanitaire, ça a été finalement les contacts humains, les relations informelles, cette fameuse machine à café où il se passe tellement de choses et on a un lien qui nous lie. Donc, par exemple, les nouveaux rituels, eh bien, on a vu éclore des tas de Skype café, Skype apéro, où les équipes avaient plaisir à se retrouver pour parler d'autre chose que de la crise. Je pense qu'on l'a tous un peu connu. Oui, on en avait un peu marre à la fin. Voilà, faut le à dire. la fin. Alors, qu'est-ce qui restera de cette crise? Qu'est-ce qui, pour vous, va se pérenniser? Alors, ce qui va se pérenniser, vraiment un changement de paradigme, notamment pour l'ESI. Je m'explique, pour moi, l'ESI est passé comme un vrai partenaire de l'entreprise. Nous avons été découverts par la plupart de nos salariés et par les métiers comme étant finalement indispensables. S'ils n'avaient pas la connexion informatique pour être reliés à leur entreprise et continuer à faire leur mission, eh bien, ils ne pouvaient rien faire à distance chez eux. Un changement de regard, en fait. Changement de regard, tout à fait, et qui est avec un intérêt pour moi. C'est une vraie valorisation de tout ce travail qui est fait dans l'ombre par ces équipes, parce que, vous l'avez bien compris, le CNES, c'est le spatial, le cœur de métier, c'est le spatial. Et on a été là, on a été présent, donc ça, moi, je trouve que c'est intéressant. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a pris conscience que la résilience au niveau de l'entreprise, eh bien, je vous ai parlé qu'au tout début, on avait des groupes de travail de veille, des groupes de travail PCA, PRA. Eh bien, finalement, nous avons fusionné tout ça parce que tout cela avait du sens et une cohérence d'être ensemble. Et on parle maintenant de résilience de l'entreprise où l'IT a une place prépondérante. Est-ce que ça vous a permis aussi, alors malheureusement des fois par du shadow IT qui peut se développer, bien que ça soit super sécurisé, j'imagine, chez vous, mais oui, des nouveaux usages où du coup vous avez pu identifier des besoins métiers qui n'étaient pas forcément... oui, de pouvoir ainsi plus coller à leurs besoins.
Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a un peu de confidentialité, mais effectivement, il y a des activités qu'on n'aurait jamais imaginées, des activités cœur de métier qu'on n'aurait jamais imaginé être capable de faire à distance, et pourtant nous l'avons fait. Et c'était faisable. Donc ça, c'est vraiment une reconnaissance et une confiance des métiers sur ce sujet-là. Et ce qu'on a aussi pu voir se dessiner au fur et à mesure, c'est que la confiance qu'on a au niveau du système d'information, finalement, ce shadow IT qui pouvait exister auparavant, il existe de moins en moins parce qu'on vient nous voir. On a vu ce qu'on était capable de faire, donc on vient nous chercher. Très bien. Du coup, c'est un changement de posture et vous devenez petit à petit un vrai business partner et d'accompagnement. C'est le changement qu'on veut, c'est la posture qu'on souhaite souhaite apporter et on a été reconnu dans ce sens-là. Remercié aussi par les équipes et par les directions. Et j'en profite en me disant je vais être opportuniste sur le sujet parce que, comme beaucoup de mes collègues de DSI, nous avons tous une dette technique et j'espère, au regard de ce qu'on a vécu, pouvoir avoir l'écoute de mes directeurs pour du sponsoring, pour éponger cette dette technique et offrir encore plus de services. Très bien. Alors, on se laissera les questions à la fin, si vous en avez. Et en ligne, non, c'est ce que je regardais tout à l'heure, si on en avait en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les reçois sur mon PC. Merci Cathy, on reviendra tout à l'heure. Je vais juste préciser que tout ce qui s'est fait toujours sous le regard de la sécurité qui est extrêmement importante chez nous. Le CyberOps était partie prenante de tout ce qu'on a mis en place et on n'a absolument pas dégradé notre système d'information en qualité de sécurité. Et ça, c'est énorme. Alors, ça allait tellement de soi que du coup, je ne vous ai pas posé la question. Oui, mais moi, j'aime bien le dire parce qu'il faut les mettre en lumière aussi. Mais dans une entreprise telle que la vôtre, c'est vrai que ça a dû être... C'est notre ADN, c'est clair. C'est dans l'ADN de la structure. Merci en tout cas Cathy. Didier, vous êtes donc Didier Langolf des DSI du CD31. Bonjour, est-ce que votre micro fonctionne déjà? Normalement, il devrait fonctionner. Voilà, mais déjà vous avez une voix forte. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter le CD31 en quelques mots et surtout moi m'expliquer la différence avec, c'est quoi? C'est le conseil régional oui. Le conseil régional, oui, qui est une autre collectivité de la région. Juste en quelques mots, votre rôle et la répartition un peu des rôles. Alors, le conseil départemental de la Haute-Garonne, c'est, pour le présenter, c'est un peu plus de 6500 agents, dont certains sont sur le terrain, donc n'ont pas de poste fixe. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont oubliés ou pas couverts par la DSI, mais ils n'ont pas de poste fixe à leur disposition. C'est des postes qui sont mutualisés. Les compétences du conseil départemental, la plus grosse compétence c'est l'action sociale autour de l'enfance, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'insertion. Donc ce sont les aides que l'on fournit à ces personnes-là, même si certains barèmes sont donnés par l'État, mais c'est bien le conseil départemental qui mène cela. Ensuite, il y a l'éducation, donc la construction et la maintenance des collèges. L'espace numérique de travail qui est fourni aux élèves et qu'il a fallu d'ailleurs pendant la crise maintenir et que les élèves puissent travailler à distance. Donc ça a fait partie de choses qu'il a fallu négocier avec nos partenaires. Donc l'éducation, pour faire le parallèle avec la région, puisque oui, parce qu'il y a des compétences un peu partagées. Ils s'occupent des lycées et des universités. Par contre, nous c'est les collèges. Les communes, c'est les écoles primaires et maternelles. Donc ce sont chacun sa compétence dans son domaine. Ensuite, on a l'aménagement, le transport, donc les routes, le transport des personnes handicapées. La culture, le sport, tout ce qui tourne autour de l'écologie, la transition écologique. Donc voilà toutes les compétences du conseil départemental. Alors 6500 agents, c'est ce que vous avez dit. Oui. Alors vous aviez commencé un peu à vous préparer à en mettre certains en télétravail. Oui. En fait, donc ça a été une volonté, ça a été construit avec la direction des ressources humaines. C'est un projet qui est né en 2019, donc un an avant mars 2020. On souhaitait faire donc un pilote au niveau du télétravail, au niveau de la DSI. On a été un peu débordé. Le pilote, on partait sur une trentaine. On a eu 300 télétravailleurs à équiper. Donc c'était un pilote grandeur nature parce qu'on aurait voulu tester le modèle économique, tout ce qui pouvait tourner autour donc, du poste de travail
qui devenait donc mobile, puisqu'on n'avait que des postes fixes au niveau du conseil départemental. Les solutions de softphone qu'on voulait pouvoir tester, et notamment, c'était d'un point de vue économique, ce sont des solutions relativement onéreuses. On en reviendra tout à l'heure, Ouais. le problème n'est pas encore réglé. Enfin, la question n'est pas encore le problème n'est pas encore réglé. Donc, en effet, on n'était pas vierge sur la question. Donc, on avait acheté une solution aussi. Alors vous avez parlé tout à l'heure de la sécurité. Donc, pour pouvoir relier les postes distants sur notre SI, donc via des VPN sécurisés. Donc, cette solution, on l'avait voulu modulable. On savait qu'on avait 5000 agents. Enfin, 5000 agents. Alors, on ne pensait pas que ça allait aller très vite. Mais on avait pris une solution qui était scalable, comme tout à l'heure. Voilà. Donc, en effet, on avait un peu de tout pour avancer, mais des solutions logicielles, je vais dire, un peu hétérogènes. Mais c'était, pour nous, on était dans une phase pilote. Vous étiez au début du gué, je dirais, et il a fallu accélérer très fort pour passer le gué. Accélérer, voilà. Alors du coup, comment vous avez géré un peu cette accélération et comment vous êtes fait accompagner, aider? Qu'est-ce qu'il a fallu faire en quelques jours pour accélérer d'une phase qui était en pilote et un déploiement à plus grande échelle? Alors en effet, en quelques jours, la première chance qu'on a eue, c'était que la deuxième campagne, puisque la première campagne, quand on avait un an de recul, avait connu un franc succès. La deuxième campagne était en cours, c'est-à-dire les gens avaient fait en acte amorçage. Oui, elle était en amorçage en fait. Oui, en fait non, ils avaient juste fait acte de candidature et c'était au mois de juin que les postes devaient, juin 2020, que les nouveaux postes allaient être distribués à la nouvelle vague. Donc on était entre 300 et 350 nouvelles personnes à équiper parce que c'était donc une action volontariste du département. Donc la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait pris de l'avance sur l'achat des postes informatiques, puisqu'on, je l'expliquerai après, c'est devenu une denrée rare au bout d'un moment, un peu comme les masques au début, mais nous c'est dans le temps que c'est devenu compliqué d'avoir au moins les mêmes gammes de produits, etc., pour avoir un parc homogène. Donc vous avez eu un support assez fort de fournisseurs en l'occurrence sur ce sujet. Exactement, ça a été un gros travail avec les fournisseurs qui avaient l'habitude de travailler avec nous. Et puis le déploiement, il s'est fait, en tout cas on va dire la deuxième vague. On est venu injecter 300 à 350 postes de plus en 3 semaines, mais sans avoir de techniciens sur place. Donc, c'est les managers qui se sont remontés les manches. On a refait le travail que certains avaient appris à l'école, redescendre, masteriser des postes, descendre des images, intégrer le VPN pour qu'il démarre au début de session. Voilà, voilà comment on est monté donc à 600-650 télétravailleurs, on va dire début avril. Puis on a réussi à avoir des postes, donc on est réinjecté 300 de plus, donc on était à peu près à 1000-1200 télétravailleurs au début de l'été. Voilà. Avec des postes mutualisés, puisque la demande était trop forte et il a fallu PCA, PRA, on avait énormément de personnes à couvrir. Au début, les postes ont peut-être été mal distribués par rapport à ce PCA-PRA, donc il a fallu rectifier le tir et des postes ont été à des moments mutualisés, c'est-à-dire certains agents se passaient les postes. Alors, il y avait plusieurs raisons à ça. Ne laisser personne sur le bord de la route, parce que des gens qui ne travaillent pas pendant 2 mois et demi, on a essayé de les intégrer dans le rythme de ce télétravail. Et puis, parce qu'il y avait des missions de service public à mener. Et sur les outils collaboratifs, en fait, vous parliez tout à l'heure d'un parc déjà applicatif un peu hétérogène. Oui. Vous avez aussi un peu, je parlais tout à l'heure de Shadow IT, mais des choses que vous aviez mis en place ou aussi, du coup, chacun a pris un petit peu des outils. Alors c'était quelque chose qui n'était pas du tout utilisé au niveau de la collectivité, c'était la visioconférence. On avait une solution de visioconférence qui était propriétaire, qu'on utilisait dans notre salle de l'Assemblée. Quand elle a été refaite il y a 6-7 ans, on avait acheté une solution. Pareil, cette solution elle a été scalable. Donc là, pareil, le partenaire a été réactif. Mais bon, je pense que ça sera le mot d'ordre, enfin le mot de tout le monde, c'est que tous les partenaires ont joué le jeu qui nous accompagnait. Donc on a très vite pu moduler notre abonnement plutôt que de travailler sur la salle de l'Assemblée. On a pu ouvrir cette solution à l'ensemble des postes qu'on déployait.
Et même donc les gens avaient juste avec un navigateur chez eux pouvaient participer à des réunions sans forcément avoir l'outil. Ensuite, on a ouvert notre système d'information, donc l'intranet, la messagerie, pour que les gens puissent rester en contact avec les collectifs de travail, même ceux qui n'avaient aucun équipement. Ils pouvaient travailler depuis l'équipement personnel, et tout ça en essayant de garder toujours pareil la sécurité. Voilà. Au-delà de, je dirais, des solutions techniques, est-ce que c'était le grand retour un peu de la RH? Est-ce comment vous êtes main dans la main vous avez accompagné des utilisateurs sur ces... Alors on avait commencé à travailler avec la RH sur la première vague, mais c'était plus accompagner les managers. Puisque c'était un changement, ne pas avoir les gens à proximité pour travailler. Donc c'était une formation qui s'appelait le management par objectif, donc c'était quelque chose de nouveau. Donc ces formations avaient été effectuées sur la campagne 2019. Après, on a travaillé avec la direction de la communication, donc en interne avec la RH. Certains des techniciens donc informatiques qui avaient l'habitude, eux aussi étaient en télétravail, mais sur des postes non télétravaillables, des techniciens qui interviennent sur la réparation d'un poste, etc., n'avaient plus de travail réellement à faire. On les a fait travailler sur des tutos. Donc, ils ont réalisé des tutos sur comment partager des documents lorsqu'on fait une visio, comment utiliser sa messagerie, etc., de façon à pouvoir distribuer ces tutos. Donc, ces tutos, petit à petit, au fur et à mesure qu'on distribuait des postes de travail sur les nouveaux télétravailleurs, sur le bureau, on mettait des raccourcis sur ces tutos pour qu'ils retrouvent l'explication de comment lancer une visio, comment partager les documents, etc. Alors, si on peut trouver des aspects un peu vertueux, je dirais, de cette crise, c'est que vous avez non seulement accéléré, oui, rentré dans un mode beaucoup plus collaboratif et participatif en fait des équipes pendant cette période. Alors, qu'est-ce qui restera là de cette crise? Alors, vous continuez le développement côté portable, tout le monde n'est pas encore équipé, donc vous êtes en train de continuer en fait. Alors on continue, oui, en fait, quand on rencontre une crise comme ça, tout à l'heure ça a été souligné, il y avait eu une première crise, alors je me souviens plus l'année d'ailleurs, 2000. Ouais, la grippe aviaire. Il faut apprendre, apprendre de nos erreurs ou voir des organisations qui a pu y avoir pour essayer de poser les choses, avoir des outils plus intégrés. Après, ce qu'on a proposé à notre collectivité, c'est que si ça doit se reproduire, c'est de ne pas avoir à travailler sur le physique, c'est-à-dire distribuer des postes à tout le monde. Donc c'est ce qui est en train de se faire. On va terminer donc le passage de postes fixes à des ordinateurs portables en mars 2022. Le plus dur, ça a été de ne pas avoir de rupture d'approvisionnement puisqu'on a voulu un parc homogène, donc le même modèle, voilà. On y est arrivé. Et aujourd'hui, ce qui perdure, c'est que donc, la RH est dans un nouveau règlement donc, du télétravail qui a été présenté début du mois de septembre. Une nouvelle campagne a été lancée. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez des chiffres, j'avais dit 300 en 2019, 300 de plus en 2020. Aujourd'hui, la campagne, elle n'est pas finie. Et donc, j'ai eu les chiffres ce matin. Il y a plus de 2500 demandes de télétravail. D'accord. Voilà. Est-ce que, Cathy disait que le regard aussi des métiers, des employés avait changé par rapport à la DSI? Est-ce que vous avez trouvé aussi que oui. Vous étiez déjà très rapproché? C'est compliqué pour une DSI d'en parler, mais oui, on a été à ce moment-là. Donc ça c'est sans se jeter des fleurs, hein, c'est les propos. Mais oui, on était les sauveurs du monde. Personne n'arrivait à travailler. En même temps, c'est notre quotidien tous les jours parce qu'ils peuvent être sur place. Si le système d'information plante, même en étant sur place, c'est-à-dire dans les locaux, personne n'arrive à travailler. D'abord parce qu'on a énormément dématérialisé, donc il n'y a plus de papier à la rigueur à ranger ou à griffonner dessus. Aujourd'hui, le SI ne fonctionne pas, vous coupez la tête, les jambes, les bras de tous vos collaborateurs. Alors, une petite mention pour le community manager du Forum des nous étions les sauveurs du monde, donc c'était une citation de Didier Langolf du CD31. Merci en tout cas pour ce témoignage. Yannick Puget, vous êtes directeur service et innovation chez IMSA. Bonjour Yannick. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà présenter, alors c'est l'entité informatique d'IMSA, enfin déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le groupe ?
Alors la MSA déjà c'est 17 000 agents sur le territoire qui permettent pour une frange des Français d'accéder à la protection sociale, puisqu'on est le deuxième organisme de protection sociale en France pour nos agriculteurs, exploitants agricoles, salariés agricoles et quelques partenaires. Et IMSA, en fait, c'est la DSI qui fournit les moyens informatiques, qui représente à peu près 1200 collaborateurs et à peu près autant de prestataires. Et votre rôle au sein de la structure, parce que vous avez, donc, vous dit directeur service et innovation, vous avez une double casquette? Une double casquette donc la partie service, c'est tout ce qui est production informatique. Donc j'ai toutes les équipes qui assurent au quotidien l'exploitation des services, la fourniture d'applications et le support, voilà, tous les mécanismes de la DSI qui permettent à la MSA de travailler. Et la partie innovation qui comprend le studio UX/UI qui œuvre sur la partie UX, UI, et des équipes qui sont en train de travailler sur la création d'un laboratoire d'innovation national. Et la partie UX, c'est pour vos clients ou aussi vous travaillez aussi sur l'interface au côté utilisateur interne? Alors, interne et nos adhérents aussi, puisqu'en fait, on a tout le travail sur l'ergonomie des applications, notamment mobiles, qui est fait au travers de Focus Group avec nos adhérents. On a 6 millions d'adhérents à la MSA pour vraiment capter les besoins réels de nos utilisateurs. Alors, est-ce que vous étiez, même question que tout à l'heure, est-ce que vous étiez prêt à affronter cette crise? Est-ce que vous aviez déjà mis en place de l'agilité, de la continuité d'activité? Comment vous avez vécu cette crise? Alors je pense que comme beaucoup, prêt, c'est peut-être pas le meilleur mot. En tout cas, parfois il faut un peu de chance et on venait de déployer Office 365 dans notre structure. En fait, au-delà du produit, c'est surtout que ce qu'on avait auparavant, ça ne nous aurait pas permis de continuer de travailler pendant la crise sanitaire. Il n'y avait pas cette facilité dans la collaboration pour les équipes. On était en train de déployer de l'agilité à l'échelle sur au moins 2 directions à ce moment-là pour repenser un petit peu les pratiques et faire des choses assez le plus collaboratives possible. Donc on n'était pas, comme tout le monde, je pense, comme beaucoup, pas spécialement prêts. On avait quelques briques, en tout cas, qui nous ont bien aidés à être au rendez-vous quand il a fallu se confiner. Alors en mars 2020, du coup, comment avez-vous vécu le choc? Et vous avez dû accélérer. Comment vous avez pu accélérer? Quel problème vous avez pu rencontrer justement de développement à grande échelle? Alors sur le plan technique, ça a été... on a eu des équipes, je tiens à les saluer, côté poste de travail, qui ont été exemplaires, qui ont permis de mettre en place une sorte de click and collect, puisqu'en fait les collaborateurs prenaient rendez-vous pour aller chercher sur site le matériel nécessaire pour qu'ils puissent travailler chez eux. En fait, on a dupliqué le poste de travail avec un écran, une chaise ergonomique et le nécessaire pour travailler. Par ailleurs, tout le monde n'avait pas d'ordinateur portable. Donc il a fallu gérer le temporaire. Donc certains sont repartis avec des ordinateurs fixes qu'ils ont amenés chez eux, le temps que, et ce temps a été un peu long, hein, effectivement, le temps qu'on puisse acquérir un petit peu plus de matériel. Et est-ce que vous avez rencontré des problématiques justement, alors tout ce qui est support, alors, si on reste sur la technologie ou sur la maîtrise, bon, vous veniez d'installer Office, alors est-ce qu'il y avait déjà une maîtrise? Est-ce qu'au niveau technique, vous avez dû changer un petit peu votre manière de supporter les utilisateurs? Oui, parce qu'en fait, le télétravail n'était pas du tout la norme. Enfin, c'était une frange très, très limitée en fait, de la population de collaborateurs. Donc, le premier problème que beaucoup d'entreprises ont eu, c'est les accès VPN. Donc, on a mis à peu près 10 jours pour que les 17 000 collaborateurs puissent y accéder à distance, puisqu'on n'avait pas, en termes de nombre de licences pour les experts et d'équipements réseau, il fallait faire quelques évolutions au niveau des data centers pour que ça puisse se faire. Donc oui, ça a été assez compliqué, mais là, voilà, les équipes réseau ont répondu présent et il faut dire que sur la partie VPN, on avait fait des acquisitions en fait en prévision début février. Ce qui fait que enfin, voilà, les 10 jours, c'est parce que les équipements étaient là tout début mars. Voilà. Et sur la partie accompagnement, plus le changement face à la crise, et pour côté RH, pour accompagner les utilisateurs, pour éviter l'isolement, on a vu aussi des gens qui étaient complètement isolés, qui le supportaient mal. Comment avez-vous collaboré justement avec les RH? On voit que c'est un peu
le grand retour, enfin qui était déjà présent, mais de la collaboration des SIRH sur ces sujets, quoi. C'était une magnifique entente. C'est même un trio entre communication, RH et DSI. Comme chez vous, Katie, sur le. Ouais, tout à fait. En fait, alors il y a eu pas mal de coaching pour les managers pour leur indiquer un peu quoi faire. Alors il y a eu, bon, tout le monde connaît les cafés virtuels maintenant, mais on a donné des consignes. On a utilisé des briques qu'on avait côté innovation et qu'on a étendu au travers de produits comme Klaxoon, en fait, pour faire du management visuel pour les équipes, hein, pour tout ce qui est toutes les cérémonies daily ou les réunions d'équipe, pour que les choses se passent correctement à distance. Et une des actions fortes qu'on a menées côté communication, c'est la création d'une radio d'entreprise, d'un direct d'entreprise qui s'appelait Confiné mais connecté, pour essayer de conserver au maximum ce lien entre l'entreprise et nos X collaborateurs qui étaient chez eux isolés. Qui animait cette radio? Tiens, Alors, c'est le côté com, en fait. Tout le monde participait, c'était participatif, collaboratif, justement. Je trouve que c'est intéressant un peu cette radio d'entreprise. Le format au tout départ, hein, c'est le fruit, je dirais, artisanal entre une responsable de com et moi-même. Donc au début, on a animé un peu au pied levé cette radio, on s'est transformé en animateur. Mais après, le format, voilà, s'est industrialisé, il existe toujours d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a 2 personnes de la com qui assurent cette animation avec un format de 30 minutes pour ne pas polluer trop les agendas, mais donner le bon niveau d'information avec un invité à chaque fois. Donc, soit quelqu'un issu d'un des comités de direction, soit on a mis aussi en valeur nos acteurs terrain, notamment sur les aspects réseau, poste de travail, etc., qu'on a fait venir aussi pour les mettre en lumière auprès de tous les collaborateurs qui avaient besoin de les remercier. Donc un format avec un invité et puis sur la demi-heure, les 10 dernières minutes consacrées à des questions-réponses, un peu comme ce qu'on est en train de faire. Comme ce qu'on est en train de faire. Et l'audience suivait, c'est-à-dire les salariés. Je ne sais pas si vous avez des chiffres sur les salariés qui se connectaient, c'est important pour la radio d'avoir son audience. Sur 1200 collaborateurs, on a eu des pics à 450 connexions simultanées. Voilà, donc c'était à peu près le pic, et puis en moyenne on doit être je vois de la com là, mais je crois qu'on doit être à 350 par session à peu près. Très bien. Et aujourd'hui, alors déjà, post-crise, est-ce que vous avez dû agir? On parlait de cybersécurité. Certaines entreprises ont mis des plans de déconfinement cyber, c'est-à-dire pour reprendre un petit peu la main sur les équipements qui étaient chez les personnes. Est-ce que vous avez mis en place ce genre de choses, et quel constat vous pouvez faire? Alors on n'est pas encore totalement sorti de la crise, mais aujourd'hui sur ce qu'il a fallu faire et ce qui va perdurer. Alors nous, chez nous, on héberge des données de santé, donc la sécurité, ça fait partie des choses qui sont capitales. On n'a pas vraiment fait évoluer nos méthodes, on les a par contre adaptées. On a eu quelques phénomènes shadow au tout début, en fait, avec donc on avait Teams comme outil de visioconférence qui était la norme. Donc on avait quelques usages pirates d'autres systèmes de visio, et on a rappelé qu'il y a quand même, par exemple, Zoom, mais d'autres aussi. Donc on a rappelé que voilà, les pratiques étaient celles de l'entreprise. On a aussi œuvré pour éviter que, comme à la maison souvent on cohabite entre un PC personnel, je dirais, et un PC pro, on a expliqué que voilà, les ponts entre les deux n'étaient pas forcément toléré, et donc on a agi aussi pour éviter que ces ponts se fassent, mais grosso modo c'est à la marge, et ça s'est plutôt bien passé. Et pour vous, qu'est-ce qui reste de cette crise, aussi bien en tant que IT mais aussi en tant que collaborateur? Pour vous, qu'est-ce qui restera? Qu'est-ce qui ne sera jamais plus comme avant? Le new normal, c'est quoi? Alors je dirais il y a deux axes. Il y a un axe RH, puisque depuis le 6 septembre les collaborateurs peuvent être 3 jours par semaine en télétravail de façon pérenne, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc nos agents ont cette possibilité-là. Ce n'est pas une obligation d'ailleurs, hein, c'est un choix. 3 jours étant le maximum. Et un deuxième axe qui est plutôt sur notre politique RSE, où on a décidé d'être beaucoup plus dans l'action pour diminuer notre impact carbone. Et donc on a vu en fait qu'on peut travailler à distance très facilement. Ça n'empêche pas qu'il y a des choses qui, par exemple des séminaires qui sont plus performants en présentiel, mais pour tout ce qui peut se faire à distance, on
on incite à le faire, ce qui permet d'un peu de diminuer cet impact carbone. C'est l'accélération du digital, comme on est là, puisqu'il y a une partie Absolument. de l'audience à distance et une partie sur place. Juste Frédéric, donc merci en tout cas de votre témoignage. J'indique Frédéric Boucresse, donc vous êtes chef de produit Modern Workplace chez Microsoft. Alors vous êtes sur quel... Bon, déjà bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes sur quel marché en fait Alors moi chef de produit sur le segment des ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire. Et à ce titre, je coordonne en fait les efforts entre les équipes produits qui sont à la corporation basée à Seattle et les équipes terrain qui sont avec vous au quotidien, et ils me font remonter en fait toutes les évolutions produits à faire passer justement à la corporation pour coller aux dynamiques du marché. Très bien. Alors vous avez un client à vos côtés, un autre client aussi qui est en train de monter en puissance sur Office 365. Je suis plutôt bien entouré. À droite, vous êtes bien entouré. Alors justement, vous avez le regard marché de comment, quel constat vous avez pu faire sur cette crise côté de vos clients, puis peut-être aussi un petit focus sur la clientèle régionale. Bon, je vous apprends rien, tout le monde a été impacté par cette crise. D'un point de vue régional, évidemment que les industries ont quand même eu du mal. Je ne vais pas citer l'industrie aéronautique par exemple ou l'industrie automobile, mais outre en fait les clients régionaux, j'ai envie de dire que c'est un peu toutes les régions qui ont pâti de cette crise en fonction de leur dynamique économique. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte surtout chez Microsoft, c'est que les entreprises qui ont le plus réussi à absorber cette crise sont surtout celles qui avaient déjà mis en place des outils collaboratifs ou qui avaient déjà des projets d'outils collaboratifs, notamment Yannick. Donc, ces entreprises-là ont un peu moins subi, ont réussi un petit peu mieux à absorber cette crise-là, malgré toutes les épreuves justement en termes de conduite du changement, en termes de nouveau rôle du manager. Là où il y a eu beaucoup plus d'efforts mis de notre côté, c'est sur toutes les entreprises qui n'avaient pas encore ces projets-là. Donc on a vraiment, avec les équipes terrain, appelé nos clients, mis en place des cellules de crise internes pour justement les aider aussi bien sur les problèmes de migration, de déploiement, mais de conduite du changement aussi. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les directions générales, en fait, ont compris la valeur ajoutée des outils collaboratifs et ne remettaient plus en cause, par exemple, les budgets de ces outils qui étaient devenus nécessaires. C'est-à-dire que le discours qu'on pouvait avoir d'explication, là, on a accéléré comme jamais en quelques mois. Alors, vous l'avez dit, hein, les entreprises qui étaient déjà équipées en système collaboratif s'en sortent mieux. Donc, vous êtes particulièrement équipés parce que vous êtes au cœur du réacteur. Alors, on va prendre ce modèle de maturité. Hein, je dirais que rien n'est jamais parfait, mais qui est optimum. Vous êtes arrivé juste au début de la crise ou en plein Covid. En plein Covid. Alors, du coup, c'est quoi l'expérience utilisateur d'une boîte qui est bien équipée, qui a tous les systèmes? C'est quoi, je dirais, vers quoi on doit tendre tous? Alors, c'est plutôt fluide, je dois l'admettre. Donc bon, chez Microsoft, la culture du travail à distance, elle existait déjà depuis longtemps. Hein. Il y a beaucoup d'employés qui en faisaient déjà de façon quotidienne. Ce qui a été compliqué, c'est vraiment que du jour au lendemain, en fait, toute la boîte, mais mondiale, est passée en travail à distance. Donc le vendredi, on recevait un email et le lundi, on revenait plus au bureau, mais que ce soit en France, aux États-Unis, dans les autres pays. Donc 160 000 personnes, avec tout ce que ça implique en termes de gestion de capacité, de données, etc. Après, en termes d'onboarding, ça a été très très bien géré parce que du coup, on faisait déjà beaucoup d'intégration à distance de nos collaborateurs. Donc le lien, et je rejoins les personnes ici, SIRH était très important. Moi, quand je suis arrivé, dès le début, j'avais déjà reçu tout mon équipement. J'étais déjà équipé comme si j'étais au bureau, que ce soit d'un double écran. On m'avait demandé aussi en termes de connectivité, si j'avais besoin d'une clé 4G ou si j'étais fibré. Donc vraiment, tout était parfait. Après, là où il faut tendre, je pense que c'est vraiment ce lien à avoir entre les SIRH et le manager qui va vraiment prendre en compte l'état psychique, cognitif justement du collaborateur pour l'intégrer du mieux possible. En fait, d'emblée, vous avez rencontré que des collaborateurs bien réels, mais virtuels. Exactement. J'ai commencé à voir mes collègues il y a 2 semaines, après 1 an et demi. Ah oui. Donc c'est en fait une expérience quand même tout à fait unique, hein, si on peut le mentionner. C'est que habituellement c'est plutôt le contraire. C'est qu'on commence par le physique et après on va sur le virtuel. Alors, fort un peu de cette expérience, si vous deviez donner à l'audience là quelques bonnes pratiques, justement pour être pour atteindre cette excellence opérationnelle, ce système optimal, je dirais, de collaboration. Alors, moi, je dirais qu'il y a 3 piliers. Le premier pilier qui recoupe 3 points, c'est bien évidemment d'avoir les outils collaboratifs adéquats. Comme je le mentionnais, hein, une fois qu'on a les outils collaboratifs, c'est déjà un petit peu plus simple de passer sur ce modèle d'excellence, mais aussi faire très attention au hardware,
on a tendance à se dire que l'outil collaboratif suffit, mais en fait, quand on passe sur un mode distanciel ou hybride, il faut bien évidemment équiper le collaborateur qui est à distance, mais aussi équiper, par exemple, si on fait du hybride, les salles dans son entreprise, pour que justement ce soit beaucoup plus inclusif, que les micros fonctionnent, que la voix se fasse entendre et que la vidéo aussi fonctionne très bien. Et le point de la connectivité. Je pense que, à mon avis, on l'a tous un peu vécu, un collaborateur qui a une mauvaise connectivité, donc qui forcément coupe, c'est assuré. Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus énervant que de ne pas entendre la communication que veut me faire passer mon collègue. Donc ça, ce serait le premier point, cet aspect-là. Le deuxième, pour tendre vers l'excellence, c'est d'avoir des objectifs clairs et précis. Donc se fixer justement un objectif, quelle est la stratégie, qu'est-ce qu'on veut vraiment essayer de déployer ou de faire ou de digitaliser. Est-ce que par exemple le process d'onboarding c'est quelque chose de clé dans l'entreprise? Si oui, comment est-ce qu'on le repense et quels sont les KPI qui vont nous permettre justement de piloter ce succès? Et le troisième point qui est fondamental, et on en a déjà un petit peu parlé, c'est la formation et l'adoption. Comment est-ce que les end-users vont justement être capables d'utiliser le hardware, mais aussi le software? Comment est-ce qu'on va faire monter en compétence nos collaborateurs à distance, parce qu'ils vont se retrouver chez eux forcément. Donc un collaborateur qui ne serait pas formé par exemple sur les failles de cybersécurité, il pourrait cliquer sur un email de phishing. Donc comment est-ce qu'on le forme pour que justement ça n'arrive jamais? Et outre cette formation sur du changement et de l'adoption, j'ai envie de dire qu'il y a aussi une formation du manager à avoir, puisque justement, on en parlait aussi un petit peu tout à l'heure, le rôle du manager est totalement réinventé en distanciel. Alors justement, quelles sont ces nouvelles fonctions du manager pour vous, le manager dans un monde collaboratif, ouvert et figital, je dirais. Figital. Alors nous, on l'axe encore une fois sur 3 points. Déjà, le manager doit être beaucoup plus inclusif et empathique. On ne voit plus ses équipes, on ne les voit plus au quotidien. Donc comment est-ce qu'on s'assure que pendant une réunion, les voix de chacun soient entendues? Comment est-ce qu'on s'assure que d'un point de vue psychologique, justement, nos collaborateurs et notre équipe aillent bien? On s'est rendu compte avec le tout télétravail que la charge cognitive en fait sur chaque collaborateur avait explosé. Donc en fait en fin de journée, on avait tendance à répliquer justement nos habitudes présentielles en distanciel, ce qui n'est justement pas la bonne chose à faire. Et en fin de journée, le collaborateur était totalement épuisé. Donc il y a vraiment cette notion d'être un petit peu plus intentionnel envers son équipe. Ça, c'est le premier point, donc inclusif, empathique. Le deuxième, je dirais qu'il doit être flexible, puisque le mode de travail change. On est en distanciel, on n'est plus en présentiel, ou alors on est en mode hybride. Donc comment est-ce qu'on réévalue aussi la performance de notre équipe? Comment est-ce qu'on s'assure d'une plus grande flexibilité pour que mon collaborateur puisse travailler en distanciel, mais en même temps avoir le droit à la déconnexion, avoir le droit de pouvoir prendre un café entre 2 réunions. Donc flexible là-dessus. Et le troisième point, c'est vraiment qui doit être créatif, je dirais. Créatif dans sa fonction de manager. Comment est-ce qu'il va créer du lien dans son équipe? Comment est-ce qu'il va créer une nouvelle façon de faire ses réunions, d'interagir avec son équipe à distance comme en présentiel s'il la voit? Alors vous avez normalement une longueur d'avance sur le digital workspace. Comment vous voyez l'avenir? Pour vous, l'environnement de travail au sens large du futur, c'est quoi en quelques mots? C'est une lourde tâche là que je vous demande de conclusion. C'est compliqué de conclure là-dessus. Alors comment on voit l'avenir? On le voit pas sur le même mode que pré-pandémie. Je pense que je vous apprends rien en disant ça. Je me sauve un peu de cette façon-là, mais pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a eu de très forts investissements, on l'a vu sur cette table ronde, il y a eu de très forts investissements sur les outils collaboratifs de la part des entreprises. Donc forcément, qui dit investissement dit retour sur investissement, donc forcément ça va continuer et on va essayer de développer ça. Mais aussi parce que le collaborateur s'est rendu compte qu'en fait, avoir des outils collaboratifs et être bien équipé, c'est aussi en quelque sorte améliorer sa qualité de vie. Il peut maintenant travailler de n'importe où et être tout aussi performant. On avait peur de ça au début. Je sais que j'ai eu plusieurs conversations avec des DSI et des chefs d'entreprise qui avaient peur de voir une perte de performance sur les collaborateurs. Et en fait, il n'en est rien. Au contraire, il a réussi à adapter, à être beaucoup plus flexible et à adapter son temps de travail. Donc, certains garderont le 9h-17h, bien sûr, mais d'autres auront tendance à travailler un petit peu moins chaque jour, mais travailler un petit peu plus le week-end, mais être plus flexible et être quelque part qui leur plaît mieux. Donc une qualité de vie
qui s'améliore. On parlait de management par objectif, justement, c'est ça, peu importe C'est exactement ça. Le chemin, je dirais. Mais Exactement. Aujourd'hui, nous, chez Microsoft, on parle beaucoup d'impact. On ne mesure pas l'impact d'un collaborateur au temps passé sur un projet. On le mesure au résultat qu'il donne. Donc, il a carte blanche pour arriver au résultat tant qu'il arrive au résultat. Très bien. Ben, merci en tout cas pour ce témoignage au cœur du réacteur, je dirais. Je vous en prie. N'hésitez pas, est-ce que vous avez des questions là, oui, Henri Dagrin, je ne sais pas s'il y a des micros dans la salle. Attendez, je vais venir vous porter le micro, Henri, comme ça. Voilà. Donc, Henri, qui est délégué général du CIGREF. Attendez, j'arrive. Oui, merci. Bravo pour tous ces retours d'expérience qui sont très inspirants. J'avais une question pour vous, pour Frédéric, concernant vous avez parlé de KPI. Est-ce que vous pouvez les préciser? Est-ce que vous avez sur ces KPI de mesure du télétravail? Alors, c'est difficile de préciser un KPI. Tout va dépendre de l'objectif que vous fixez. Donc, ce n'était pas des KPI génériques Non, nous, on travaille vraiment par projet. Donc, chaque projet, on va définir un KPI. Quel est l'objectif qu'on doit atteindre et comment est-ce qu'on y arrive? Si, par exemple, l'objectif, c'est d'avoir un bon onboarding, un des KPI à suivre sera le retour d'expérience de nos futurs employés après quelques mois. Très bien, merci. Je vous en prie. Du coup, on peut poser la question aussi à Yannick, du côté MSA. Est-ce que vous mesurez un petit peu ces impacts? Est-ce que vous avez des KPI là, sur ces sujets? Oui, alors chiffré, là, vous me prenez de cours, donc... Non, mais je vous demande pas de chiffres, mais juste un peu de donner peut-être des exemples sur lesquels vous mesurez. Peut-être pas forcément les chiffres en tête. Nous, il y a quelque chose qui nous préoccupe en tout cas en ce moment, c'est l'impact psychologique, puisqu'on a eu pendant 1 an et demi toutes nos équipes, je dirais, isolées. Alors, c'était en famille, hein, mais elles étaient quand même relativement isolées de l'entreprise. Et on est relativement attentif, parfois inquiet sur l'impact psychologique qu'a eu la crise sur nos collaborateurs. Et donc on a un sujet du moment, c'est de savoir comment on accompagne ces collaborateurs dans le retour sur site. Cathy, vous êtes toujours sur les fonctions de change aussi, vous donc est-ce que vous avez aussi des choses que vous pourrez sortir justement sur cet accompagnement à tous les niveaux et de la mesure un peu du stress, ouais, sur les KPI, ok. Votre micro ne fonctionne pas. Ah, il est rouge. Attendez, je vous passe le mien. Oui, on a quand même mis en place tout un ensemble d'indicateurs d'usage pour surveiller, alors pas pour surveiller dans le sens contrôler, mais plutôt suivre les tendances de connexion de nos collaborateurs en nomadisme. Sur les horaires aussi, il est important de regarder, alors monsieur disait, il y a une souplesse. Oui, il y a une souplesse, mais attention à la souplesse aussi. Hein, ceux qui travaillent la nuit, on en a eu, qui commencent très très tôt, qui ne s'arrêtent pas. Le week-end. Et on a une vraie responsabilité au titre de l'entreprise vis-à-vis de la déconnexion digitale et on a fait de la sensibilisation à ce niveau-là. Et c'est vrai que notre direction était assez sensible à ces indicateurs qu'on a pu lui mettre à disposition. On a fourni des tas d'indicateurs sur les outils collaboratifs. Ça, c'est vrai. Regardez le nombre de plateformes collaboratives qu'on a créées, les nouveaux projets en interne, en externe, l'usage. Bon, nous, c'est Skype, on n'est pas encore passé sur Teams, mais c'est important aussi, bientôt. Non, pas sûr. Si vous avez lu la presse récemment. Voilà, parenthèse fermée, on en parlera. C'est important de savoir donner des exemples d'indicateurs et je vais vous en donner 2 ou 3 qui ont servi en pilotage de crise. Et ça, c'est super important. C'est qu'on a eu besoin de savoir, par exemple, pouvoir se réaménager sur le restaurant d'entreprise. C'est important quand même, le restaurant d'entreprise et la fréquentation pour pouvoir respecter les fameuses distances de 2 mètres, etc. Et bien, grâce à nos équipes de Smart Data, on a été en capacité de fournir à notre direction la durée de pause déjeuner de nos collaborateurs, ce qui nous a permis de mesurer le nombre de places dont on avait besoin et on a été amené à mettre des créneaux horaires plus larges, par exemple. Et tous ces indicateurs, le fait d'être au cœur de la crise et d'être dans ces instances de décision, finalement, moi, chaque fois que j'entendais mes dirigeants se poser des questions, mais si on savait ça, comment on ferait? Combien de personnes a-t-on, par exemple, simultanément sur le site? C'est extrêmement important pour nous de le mesurer, ça. Parce qu'on avait des entrées, des sorties, on a des badges partout, on a plusieurs entrées, on a des bâtiments différents. Eh bien, on a été en capacité de les accompagner à générer des tableaux de bord.
Alors, ce n'est pas des KPI au style de ce que tu voulais dire, mais quand même, c'est montrer la force de l'IT et des indicateurs qu'on peut mettre à disposition avec des briques existantes, tout simplement en alliant l'intelligence de la compréhension du contexte qu'on est en train de vivre, en étant au cœur de la gestion de la crise, et apporter ces éléments qui étaient des éléments d'aide à la décision. Et systématiquement, toutes les semaines, j'apportais des éléments chiffrés issus de l'IT qui aidaient à prendre les bonnes décisions au niveau de l'entreprise. Très bien, merci Cathy. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Écoutez, on arrive au terme de cette première partie retour d'expérience. On peut vous applaudir, merci à vous. Donc, merci. Autour de la table, si vous voulez échanger, donc il y avait Cathy Lacombe-Verbiguier qui est CDO au CNES, Didier Langol du DSI de CD31, Yannick Puget, donc directeur service et innovation chez IMSA, et Frédéric Boucresse, chef de produit Modern Workplace chez Microsoft. Donc si vous voulez être mis en relation avec les personnes, n'hésitez pas à revenir vers la commission DI de la mêlée. C'est aussi le rôle de le Figital, il faut aussi mettre en relation à distance. Donc on se donne rendez-vous dans 15 minutes pour la prochaine session qui va être plus axée sur le software asset management. Alors qui a normalement, donc c'est vrai, une hétérogénéité de système qui permet d'optimiser, d'aller à la recherche de la performance, mais là aussi le lien avec la cybersécurité, donc de pouvoir un peu contrôler cette sécurité de bout en bout sur des différents systèmes. Donc le lien entre le software asset management et la sécurité, puis je dirais la sécurité et la compliance aussi, puisqu'on peut vérifier en fait tout ça. Et on se donnera rendez-vous ensuite après avec une table ronde. Alors pas simplement sur la pandémie, mais comment la DSI peut affronter toutes sortes de crises. Ça peut être budgétaire, géopolitique, de la cybermenace, des crises. Donc comment, et puis c'est un domaine que vous connaissez bien, avoir beaucoup plus d'agilité parce qu'il faut être capable de réagir rapidement et d'être agile. On se donne rendez-vous donc dans 15 minutes. À tout de suite.